Bonjour tout le monde. Je me présente Stéphanie Brugéard. Je suis au Crédit Agricole Assurance, chez Prédica, l'assurance de personnes, à la direction de l'actuariat, responsable de l'équipe data et suivi du risque. Donc, je suis dans la même direction que Fabrice. Je me présente donc Fabrice Diagaté. Je suis responsable de ce qu'on appelle l'inventaire multinorme et on a mis en place un laboratoire qui nous permet d'optimiser les nouvelles technologies. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Bonjour à tous, je m'appelle Irshad Mahmoud Valji, je suis consultant actuaire et data scientist chez Galéa. Je te laisse la parole, Fabrice, pour... Donc voilà, on va commencer. Donc vous inquiétez pas, hein, des fois je dérive un peu par rapport à ce qui est écrit parce que vous aurez la présentation, mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'on est parti d'un vrai usage, puisque l'IA, c'est une expérience qui a commencé il y a 6 ans par une formation Galéa, je dois dire, pour mes collaborateurs, et qui sont venus finalement ravis de la formation, mais ils m'ont dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'à l'époque, c'était pour catégoriser des images, des chats, la cathédrale San Marco, et je leur disais, non, il y a un vrai usage, puisque notamment l'IA, par exemple, on peut l'utiliser pour détecter ce qu'on appelle les signaux faibles ou les anomalies. Et dans les activités d'inventaire, multinorme, alors à chaque fois je dirais multinorme, je vais le dire une fois, comme ça vous l'aurez en tête. Multinorme, ça veut dire vous faites l'inventaire des clients, vous faites l'inventaire normes françaises, vous faites les modèles point pour S2, vous faites les modèles point pour IFRS 17, vous faites le PNA pour Crédit Agricole Assurance et vous faites la fiscalité. Donc finalement c'est multinorme parce qu'on a tous ces usages et parfois on fait des comptes clients. Donc finalement, quel est le point commun à toutes ces normes? C'est la data. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a en tête. C'est la data. Et la data, plus on a d'usage, plus on a un risque de ce qu'on appelle d'anomalie et de risque d'anomalie. Et comme on est dans des process de fast closing, on est obligé d'aller très vite et de voir finalement l'ensemble des anomalies. Alors, en 2016, c'est le COMEX du Crédit Agricole Assurance, suite à une migration de système de gestion. Voilà, hein. Ils se sont aperçus qu'on avait migré 5 millions de contrats d'une plateforme IA vers une plateforme Ingenium. Et en fin d'année, lors des travaux de fin d'année, il y a eu 16 000 clients qui n'ont pas retrouvé ce qu'on appelle leur valeur d'engagement, leur valeur de rachat, suite à des anomalies. Donc là, le 26 décembre, COMEX exceptionnel, le DG rentre de ski avec son blouson et convoque ses directeurs. Donc là, un moment de solitude très violent pour les différents participants, et de dire, le directeur informatique dit, finalement, il y avait 16 000 sur 20 millions, en fréquence, c'est peu. Boum. 400. Lui, là, il n'est plus là. Le deuxième, c'était 400 avec 40 caisses. 16 000, ça fait 400 par caisse. Vous voyez, 400 clients qui vous appellent pour vous dire finalement, ma valeur de rachat, j'ai fait un transfert de 65 000 euros, on m'a pris 65 000 euros de frais. Ça, c'est un exemple important, je tiens à le préciser. Mais c'était 16 000 clients qui n'étaient pas satisfaits puisque la variation de leur flux, entrée, sortie, ne correspondait pas à la variation d'engagement. Donc, il a demandé mais qui l'a vu, qui peut faire quelque chose. Et finalement, l'actuariat a proposé une solution de dire on fait des contrôles de récurrence pour les arrêtés de compte estimés. On peut les opérer par police. Simplement, il fallait le faire en 2 jours. Donc 20 millions en 2 jours. On s'est dit, là, il va falloir qu'on réfléchisse à de nouvelles technologies. Voilà. Et c'est là qu'on a fait le lien Eureka avec la formation d'IA de Galéa. Et c'est comme ça que cette expérience a commencé. Voilà. Comment contrôler 20 millions de police en 2 jours et s'assurer que tout soit fiable. Voilà, l'équation, donc vous la connaissez. Alors, est-ce que vous connaissez tous l'assurance vie, l'assurance d'épargne, à peu près? Ouais, je pense tous, c'est bien. Donc, l'équation, elle est assez simple. Hein, c'est vos encours de début, les entrées, les sorties, moins les frais, les encours finaux. Bon, entre les deux, on compte. Alors, pour les spécialistes, hein, les revalos, on les met dans les entrées. Okay, la revalo des UC et la revalo de l'euro, les PAB et les réévaluations. Et du coup, normalement, ça donne l'équation, ça donne l'encours final devrait être de l'autre côté de l'équation. On la repasse à gauche et ça vous permet d'avoir une équation fermée. Et on va appliquer finalement, c'est comme un thermomètre, ce contrôle-là sur toutes les polices, en euros et en UC. En euros sur les montants valorisés et capitalisés, en UC d'abord sur le nombre de parts et ensuite sur les montants réévalués. Comme ça, ça nous permet d'avoir un contrôle complet. Et on va faire ça tous les mois. Voilà. Et voilà. Ce qu'on voulait vous présenter, alors comment rendre ça visible? Et ça, c'était important pour l'IA, parce que l'IA, finalement, depuis 5 ans, tout le monde en parle, mais personne ne la voit. En tout cas, au Crédit Agricole Assurance. Et ça pose vraiment un problème.
Et c'est pour ça qu'on a dit, on va déjà leur présenter les dashboards classiques, c'est-à-dire qu'ils vous donnent en haut le montant des encours, les effectifs. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien 190 milliards, hein, c'est un vrai chiffre, hein, c'est du réel. On a bien les 20 millions de polices, mais vu tous les mois. C'est-à-dire qu'on va contrôler la récurrence tous les mois, comme ça, avant d'arriver à la fin de l'année, on va déjà s'assurer que l'assiette de capitalisation, elle soit fiable et stable. Et finalement, quand vous travaillez tous les mois, normalement, le mois de décembre, c'est que 8% de vos problèmes, en moyenne. Parce qu'en vrai, c'est un peu plus, mais bon, là, j'ai simplifié quand même pour aller vite. Et au travers de ces tableaux, vous avez tous les indicateurs, les produits, vous avez les supports, vous avez les caisses, et vous avez, ce qui est très intéressant, ici, on a fait une coupe longitudinale qui vous permet de voir, ça c'est l'évolution de l'APM, et ça c'est l'évolution des anomalies. 0,16 pour 1000, 0,16%, c'est très faible. Et les anomalies, un pic au mois de mai, un pic au mois de novembre. Et ça correspond à quoi? À la livraison des versions informatiques. Pas de bol, hein, il y a une corrélation quasi parfaite. Donc ça permet de voir les indicateurs et vous prouvez que vous êtes exhaustif, systématique et traçable pour tous les métiers. Derrière ça, on a fait de l'IA. Merci. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place deux types de modèles, après avoir étudié les écarts. Mais ça, je laisserai Richard. On a fait un modèle qu'on appelle supervisé XGBoost pour pouvoir faire une classification binaire au KKO. Et on a fait un modèle non supervisé qui s'appelle HDBScan. Voilà, qu'on vous présentera après. Voilà. Moi, je suis le sponsor, hein, donc je présente le livrable. Et au travers de ça, ce qu'on s'est dit, la bonne idée, ce serait de prendre les résultats du modèle et de les restituer en même temps que les indicateurs classiques, de telle manière à avoir l'indicateur que tout le monde connaît, et puis les variables en lecture de ce qui crée les perturbations. Et là, c'est un peu petit, mais on vous enverra la présentation, hein, mais ce qui crée la perturbation sur les variations de PM, ça paraît évident ce que je veux dire, mais c'est les entrées, quand vous avez beaucoup de versements, quand vous avez en même temps des sorties, quand vous avez des arbitrages, et surtout le calcul des frais de gestion, ou sur les produits multi-supports, il y a quand même des problématiques autour de ces calculs-là, parce que sans rentrer dans les détails, il faut que ce soit pro rata temporis, il faut l'appliquer sur les UC, il y a des sas de renonciation, donc plein de subtilités qui peuvent créer des perturbations. Et ça, c'est difficile à capter rapidement, et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur des technologies. Ok, merci Fabrice. Du coup, ce qu'on a fait jusque-là, c'est qu'on a pu détecter finalement les contrats qui présentent une anomalie. Après avoir détecté les contrats, l'idée, ce serait de les regrouper. En fait, regrouper les anomalies qui ont la même typologie pour faciliter notamment les traitements. Donc, ça, Fabrice en parlera tout à l'heure. Donc là, la deuxième étape, ça va être de les regrouper. Alors, comment regrouper finalement les contrats qui ont une anomalie en fonction de leur typologie? Donc la première idée, lorsqu'on parle de regroupement de données, on pense très, très rapidement à la méthode des K-means, qui est la méthode finalement la plus classique sur le marché. Le problème pour notre problématique, c'est que la méthode des K-means, elle a pas mal de limites. La première limite, je vais présenter rapidement le modèle, mais on a une hypothèse forte sur la forme des clusters, en fait la forme des regroupements. Parce que le modèle suppose que les clusters doivent être sphériques, et notre cas, on n'a pas du tout on n'est pas sûr que nos clusters seront sphériques. Là, on voit bien, par exemple, qu'on a des clusters en anneaux, et la méthode des K-means ne fonctionne pas pour ça. Ensuite, il faut aussi se dire que certaines anomalies vont être tellement atypiques qu'on ne pourra pas les rattacher à un cluster. Donc, on n'aura pas une typologie par exemple, une typologie d'anomalie, ça serait un problème de frais de gestion. On a par exemple 500 contrats qui sont en anomalie parce qu'ils ont un problème de frais de gestion. On peut avoir des anomalies très atypiques, surtout qu'on a des nouvelles anomalies qui peuvent apparaître d'un mois à l'autre. Et donc, le problème de la méthode des K-means, c'est un modèle de partitionnement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données doivent être rattachées à un cluster. Donc, on n'a pas du tout la notion de valeur aberrante. Et là, dans notre cas, on a possiblement des valeurs aberrantes. Donc, c'est inadapté pour la détection d'outliers. Donc ça, c'est déjà aussi un problème. Mais le plus gros problème, finalement, c'est que pour ce modèle, on doit connaître le nombre de clusters en amont. Un cluster, pour nous, c'est un type d'anomalie. Sachant qu'on peut avoir des nouvelles anomalies d'un mois à un autre, on ne peut pas connaître d'emblée en amont le nombre de clusters. Donc la méthode assez classique de la méthode des K-means n'est pas adaptée à cette problématique. Donc on s'est tourné vers un autre modèle non supervisé. Donc là, je vais vous le présenter rapidement. C'est le modèle DBScan. Alors c'est un modèle qui résout une bonne partie des problèmes de la méthode des K-means, c'est-à-dire qu'on a
pas d'hypothèse forte sur la forme des clusters. Donc là c'est un résultat, hein, ça fonctionne bien sur les clusters de formes différentes, comme les clusters en anneaux. C'est robuste au bruit. En fait, les points grisés que vous voyez sur l'écran, ce sont des outliers. En fait, ce sont des anomalies tellement atypiques qu'on ne les rattache pas à un cluster. Donc une anomalie atypique, elle va être traitée manuellement de facto. En fait, on ne va pas pouvoir la mettre dans un cluster et éventuellement automatiser par la suite la résolution des anomalies simultanément. Et on n'a aucune connaissance sur le nombre de clusters en amont. Donc là, ça nous aide bien parce que c'est vraiment la limite qu'on a sur le précédent modèle. Par contre, ce modèle, on va le voir, il a eu un paramétrage qui est non intuitif. Là, on a un résultat, on peut voir qu'en fait, ici, on a une anomalie, on a un problème dans le clustering, c'est qu'on a un cluster qui est éclaté en deux alors ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin d'éclater on ne devrait avoir que des points roses ici. Donc le paramétrage est non intuitif et on va le voir aussi, une des limites, c'est que c'est peu robuste aux densités non uniformes. C'est-à-dire que si on a des points très concentrés d'un côté et des points très clairsemés de l'autre, le modèle ne va pas pouvoir le gérer. Donc rapidement, comment fonctionne le modèle DBSCAN? L'objectif, c'est d'avoir des clusters. Donc créer un regroupement de contrats selon la typologie d'anomalie. Pourquoi regrouper? Parce que la prochaine étape, ça serait par exemple de déployer un script pour résoudre toutes les anomalies d'un coup. Par exemple, si des anomalies de frais de gestion, on pourrait développer une requête qui résoudrait tous ces problèmes d'un coup. Et comment on fait ça? La clé de ce modèle, c'est la notion de densité. En fait, on va étiqueter chaque donnée en fonction de sa densité. Donc, qu'est-ce qu'un point dense? On va définir un point dense en fonction de deux paramètres. Un paramètre epsilon et un paramètre mean sample. Donc on va commencer par définir une métrique pour définir la distance entre les points. Donc la métrique classique qu'on va prendre, c'est la distance euclidienne. Et on va regarder pour chaque point, on va tracer un cercle de rayon epsilon. Donc en fait, on va juste regarder le voisinage. Et on va regarder combien de points on a dans ce cercle. Si on a au moins mean sample point, on va considérer que ce point est dense. Et dans ce cas-là, on va commencer à étiqueter tous les points denses de notre base de données. Une fois qu'on a fait ça, les points qui sont au voisinage d'un point dense mais qui ne sont pas des points denses seront appelés des points frontières. Et par contre, les points qui ne sont pas des points denses et qui n'ont pas de points denses sur leur voisinage, ce sont des outliers. Donc là, on voit bien qu'on a la notion d'outlier. Vraiment, ces anomalies qui sont tellement atypiques qu'on ne peut pas les classer. Donc là, on vient d'étiqueter les données selon 3 niveaux de densité, point dense, point frontière et outlier. Donc comment créer finalement les clusters à partir de ça? On prend un point dense et on considère que c'est le premier point d'un cluster. Et ensuite, on va étaler le cluster au voisinage epsilon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un point dense au voisinage epsilon d'un point du cluster, on le rattachera au cluster. Donc comme ça, on étale, enfin, un phénomène de propagation au voisinage epsilon. On étale la taille du cluster. Donc on peut avoir deux points qui sont très éloignés, mais qui sont interconnectés au voisinage epsilon, et donc le cluster l'embarque. Et ensuite, on rattache les points frontières, qui sont au voisinage des points du cluster. Donc comme ça, on arrive finalement à créer des clusters de différentes formes, et on peut avoir des points qui sont très éloignés, qui appartiennent au même cluster. Parce qu'une anomalie peut partager finalement très peu de variables en commun. Pourtant, la raison finalement de l'échec de l'équation de récurrence est la même. Donc c'est pour ça, en fait, cette notion de proximité, il faut faire attention parce qu'on ne va pas dire que deux points sont dans un cluster uniquement parce qu'ils sont proches. Donc ça on le voit bien ici. Là, on a une animation sur le fonctionnement de cet algorithme. Là, on voit un cluster en anneau, donc on a des données qui sont très éloignées. Par contre, ils appartiennent au même cluster avec ce phénomène de propagation. Donc là, on a un exemple avec 4 clusters. On voit bien qu'il y a des points qui ne sont pas colorés. En fait, c'est les anomalies. On a parlé de deux paramètres, le paramètre epsilon et le paramètre mean sample. Le paramètre epsilon est un paramètre qui est très peu intuitif. Se dire qu'on doit choisir en amont un voisinage, c'est hyper obscur. Hein. On ne sait pas forcément quel epsilon choisir. Surtout que ça conditionne quasiment tout le clustering. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, on a choisi un epsilon qui est trop grand.
Et donc, en fait, ça a fusionné 2 clusters en un seul. Parce que plus on prend un voisinage grand, plus on rassemble les points, et donc on n'aura pas, par exemple, quand on aura des points denses, et on aura 2 mini-clusters, on n'arrivera pas à les capter, on aura un unique cluster. Donc là, on voit qu'on a un niveau d'epsilon trop élevé. Là, si on baisse le niveau d'epsilon, on a bien notre bonne répartition, on a les 2 clusters en anneaux là qui fonctionnent bien. Par contre, un petit niveau d'epsilon, c'est aussi beaucoup d'anomalies. Parce que dès qu'un point est un petit peu écarté des autres, on n'arrivera pas à le capter. Donc en fait, il faut aussi voir ça. Ici, on prend un epsilon trop petit. Ça, c'est l'image que j'avais présentée au début. Le paramétrage est mauvais. On a un éclatement d'un cluster en 2 et cet éclatement, il n'a pas lieu d'être. Donc on a un choix d'epsilon qui est très peu intuitif et même parfois, on ne trouvera pas le bon niveau d'epsilon. Pourquoi ? Parce que pour les zones denses, comme on le disait, on a besoin d'un epsilon petit. Mais ça crée beaucoup d'outliers. Pour les zones clairsemées, on a besoin d'un epsilon grand, mais du coup, ça fusionne des petits clusters. Donc là, on voit bien que le modèle n'arrive pas à s'en sortir. Donc il est inadapté en présence de plusieurs densités. Donc on ne veut pas finalement choisir en amont un epsilon arbitrairement, parce que ça conditionne fortement nos clusters. C'est pour ça qu'on va vers un modèle un peu plus sophistiqué, une déclinaison de DBSCAN, qui est HDBSCAN, qui est toujours un modèle non supervisé, qui aura toutes les qualités de DBSCAN, mais un paramétrage intuitif. On n'a pas besoin de choisir notre epsilon, et c'est robuste à une densité non uniforme. Donc la métrique qui est choisie, ça va être une métrique différente de la distance euclidienne, ça sera ce qu'on appelle une distance d'accessibilité mutuelle. Alors cette métrique, je ne vais pas la développer, on pourra en parler si vous avez des questions dessus. Mais intuitivement, ce qu'on voit, c'est que pour les zones denses, c'est la même chose que la distance euclidienne. Par contre, pour les zones clairsemées, elle a tendance à étaler les points. Si on se fait une métaphore pour comprendre cette métrique, on peut penser à des îlots de sable noyés au bord d'une mer. Ce qu'on pourrait faire, la mer étant les zones clairsemées, on pourrait étaler le niveau de la mer pour faire ressortir les zones denses, en fait. Et puis c'est un peu ce qu'il fait, c'est-à-dire que pour les zones clairsemées, il étale les points. Une fois qu'on a choisi la métrique, on va définir un graphe. Alors, chaque point de ce graphe sera une observation, et chaque arête de ce graphe sera la distance d'accessibilité mutuelle qu'on vient de définir. Et ce graphe, il est connexe, c'est-à-dire qu'en fait, on prend 2 points, on aura forcément un chemin entre les points, et c'est le graphe qui minimise la somme des arêtes, dans ce qu'on appelle l'arbre couvrant minimal. Et ce qu'on voudra faire maintenant, en fait, là, notre problème, on a un gros graphe, et ce qu'on veut, c'est qu'on veut commencer à le morceler. En fait, c'est là où on fera du clustering. Donc on va prendre finalement un seuil décroissant, donc on prend un très grand seuil, et on va déconnecter toutes les arêtes qui sont plus grandes que ce seuil. Et petit à petit, on va prendre un seuil de plus en plus petit, et on va continuer à morceler notre graphique. Et donc on a énormément de clusters possibles. Donc là, il faut aussi revenir à la problématique. Un cluster, c'est une typologie d'anomalie. C'est probablement dans le futur un script à déployer. Donc on doit contrôler ce nombre de clusters. On ne doit pas avoir un nombre de clusters extrêmement grand parce qu'on veut gagner du temps, en fait. Et donc c'est là où on intègre finalement l'unique paramètre de ce modèle. C'est ce qu'on appelle mean cluster size. Mean cluster size, c'est le nombre minimum de points pour qu'un regroupement soit considéré comme un cluster. Parce qu'on peut parfois avoir des divisions. Par exemple, ici, on a une division en 2. On a énormément de points d'un côté et on a très peu de points de l'autre. En fait, on va juste considérer que la partie de droite, c'est juste des artefacts. En fait, ce sont des points qui vont finalement se détacher du cluster. On se rappelle du fait lorsqu'on choisit un epsilon petit, on crée des outliers. Donc en fait, on exclut des points dès qu'ils sont un tout petit peu écartés. Donc là, c'est le cas. C'est-à-dire que plus on baisse le seuil, plus finalement des points vont se détacher de notre cluster. C'est pour ça qu'en fait, on a des clusters de cette forme-là, en fait, qui rétrécissent au fil du temps. Ils vivent un certain nombre de temps et ils disparaissent parce que les points se détachent de plus en plus, parce qu'on prend des voisinages tellement petits que finalement, on ne capte plus rien. Et intuitivement, dans le choix des clusters, ce qu'on aimerait finalement, c'est d'avoir des clusters les plus robustes possibles, les plus stables. Intuitivement, on se dirait, on aimerait les clusters qui ont la plus grande aire, en fait, les clusters qui vivent le plus longtemps possible. Et c'est le cas, ça se vérifie mathématiquement. On choisit finalement les clusters les plus stables, avec le cône finalement le plus épais.
Et là, on a le résultat de notre HDB scan et on voit finalement qu'on a différents niveaux d'epsilon. On a différents niveaux de coupe en fait. Ça veut dire que l'algorithme automatiquement choisit les bons niveaux d'epsilon. Donc il va prendre des epsilon petits pour les zones denses, il va prendre des epsilon grands pour les zones clairsemées. C'est pour ça que ça marche en fait pour les zones, quand on a une hétérogénéité de densité. Et on n'a pas besoin de choisir ce epsilon en amont. On doit juste dire combien de points on veut dans un cluster. Donc là, on a le résultat d'HDB scan qui est optimal sans avoir à choisir notre niveau d'epsilon. On est allé un peu plus loin dans la modélisation. On a voulu prendre HDB scan mais le contrôler un petit peu. On sait qu'avec DB-Scan, on n'arrivera pas à la fois gérer des zones denses et des zones clairsemées. Là, on a choisi un epsilon qui marche bien pour les zones denses, donc un epsilon petit. Par contre, on a plein d'outliers. Là, on a HDB-Scan, il capte bien les zones clairsemées. Par contre, il a tendance parfois à découper beaucoup trop en différents clusters. Et nous, on veut avoir le moins de clusters possible. Ce qu'on aimerait, là, dans ce cas-là, c'est dire à HDB-Scan de fonctionner comme il fonctionne, mais de regrouper finalement tous ces petits clusters au début. Donc ce qu'on peut faire finalement, c'est combiner les deux modèles. C'est-à-dire, là on a un fonctionnement d'HDB scan, il aurait choisi finalement les clusters qui sont entourés ici, et nous on lui demande de regrouper tout cela en un seul cluster en utilisant un epsilon. Ça veut dire qu'on combine DB-Scan et HDB-Scan. On donne à HDB-Scan un voisinage particulier pour lui dire je veux que tu combines tous ces petits clusters parce que je ne peux pas gérer autant de clusters. Donc on prend les qualités de DB-Scan, on prend les qualités d'HDB-Scan. Et là, on a finalement un optimum qui fait que notre modèle fonctionne bien. Donc on a vu comment détecter les anomalies, on a vu comment les regrouper, et maintenant il faudrait trouver les bons hyperparamètres. On en a 3, min cluster size qui est hérité de HDB-Scan, et min sample et epsilon hérité de DB-Scan. Donc je vais laisser Stéphanie présenter les... Elle a eu peur. Non, continue. Hein. Je me suis dit que tu allais continuer. Je reviens un peu sur la pratique aussi, parce que là, le modèle, l'objectif, c'est pas qu'il remplace l'humain non plus, c'est une aide, c'est une classification des anomalies, et après, il va falloir aller rechercher les sources d'anomalies. Et là, aujourd'hui, on a une experte qui fait très bien le travail, mais qui part à la retraite bientôt. Donc là, le premier score de performance, on a voulu, donc là, je vais vous présenter les performances et puis les résultats du modèle. Donc le premier score de performance auquel on a pensé, c'était de vérifier si les clusters qui sont créés dans le modèle sont les mêmes que les partitions créées par l'experte. Et donc on a résumé tout ça dans la matrice de confusion et déterminé un score là à 58%. Donc c'est une bonne métrique, mais le problème c'est que c'est très coûteux en temps, puisque finalement il faut faire 2 fois le travail. Et puis comme je vous ai dit, c'est pas périn, puisque notre experte part à la retraite. Alors on a découvert que finalement ce score de performance est corrélé à l'inertie interclasse. Donc l'inertie interclasse, ça va permettre de mesurer la dispersion des données autour d'un centroïde. Et on a l'objectif de maximiser cette inertie pour avoir des clusters le plus pertinents possible. Mais évidemment, si on le maximise à l'extrême, ça va créer autant de clusters que de points. Donc on va imposer des critères donc, de pénalisation. L'un qui va minimiser le nombre de clusters, qui va donner un nombre de clusters minimal, et l'autre qui va, à l'inverse, maximiser, qui va déterminer un nombre d'outliers ou du bruit qui va le minimaliser. Donc l'objectif, c'est de créer le meilleur équilibre finalement entre le nombre de clusters et leur pertinence et les spécificités de chacune des partitions. Donc voilà l'objectif que je viens de dire. Et donc les hyperparamètres à trouver en fonction de ce critère d'optimisation, le critère d'optimisation qui va être donc l'inertie interclasse avec les 2 critères de pénalisation que j'ai dit. Et on va utiliser donc la méthode de grille pour trouver finalement les hyperparamètres. Ils vont se trouver tout seuls en sélectionnant les grilles les plus pertinentes et en zoomant au fur et à mesure. Donc voilà le résultat. Finalement, dans notre modèle, il y a des clusters qui ont été trouvés.
Et finalement, sans même donner les paramètres des produits ou des spécificités, de même, les anomalies se sont d'elles-mêmes regroupées par les distinctions marketing finalement des produits, donc les standards ensemble, les hauts de gamme. Et donc, ça a plutôt bien marché. Là, sur ce graphe, on montre les nombres d'anomalies par mois sur l'année 2022. On voit en vert celles qui ont été mises dans des clusters et en rouge les outliers. Donc, il y en a finalement très peu. Et en jaune, la courbe qui donne le taux justement de performance que j'avais évoqué tout à l'heure avec l'experte. Donc, de très bons taux. Alors, en fait, entre juin et septembre, elle n'a pas calculé les... C'est pour ça que juin et septembre, elle est en vacances, notre experte. Voilà. Donc, on n'avait pas de point de comparaison, c'est tout. Ça se voit bien. Donc, globalement, ça marche plutôt bien. Et donc, la question est de se poser maintenant, la question de se poser, c'est que maintenant qu'on a les clusters, c'est de trouver quels sont les paramètres qui déterminent donc les clusters et quels sont donc les paramètres qui sont en anomalie finalement. Et ça, on va le faire avec des écarts statistiques sur les différents paramètres. Et tous ceux qui ont des métriques statistiques très différentes de la moyenne des contrats en règle, on va les sortir comme étant en anomalie. Donc là, dans l'exemple, c'est avec des frais de gestion moyens à 30 €. Si un cluster sort avec des frais de gestion moyens à 10 €, c'est qu'il y a un problème sur les frais de gestion. Et enfin, on a modélisé tout ça, finalement faire une vision graphique très visuelle, où là, n'importe qui, collaborateur, peut l'utiliser. En tout cas, on n'a pas besoin de savoir modéliser et utiliser HDBScan pour utiliser ce graphique, puisqu'on montre en surbrillance les clusters qui se regroupent et le nombre de points qui sont au même endroit. Et en passant, donc c'est avec Streamlit, en passant son curseur, sa souris sur les clusters, on voit tout de suite les attributs en fait, et les calculs des attributs. Donc finalement, les collaborateurs à l'inventaire, ils voient tout de suite que là, il y a un encours qui n'est pas calculé correctement ou des frais de gestion. Donc c'est l'outil qui va permettre après aux collaborateurs d'utiliser le modèle. Ouais, là, on n'a pas le temps, mais en réalité, ça, on l'a fait sur Streamlit. Et comme le dit Stéphanie, alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est lisible aussi facilement, mais pour des statisticiens et des actuaires de haut vol, on comprend bien que plus le volume de la planète est important, plus les anomalies sont concentrées. Et finalement, c'est là-dessus qu'on va commencer. Et ça en crée à peu près 14. On avait limité à 14 pour avoir le temps de les analyser. Donc effectivement, vous pouvez passer dessus et ça vous donne les caractéristiques. Mais grâce à l'application Streamlit qu'on n'a pas le temps de dérouler là, ça vous permet d'avoir une interface, où vous avez les caractéristiques de chaque cluster, de 1 à 14. C'est comme le jeu, j'appelle le jeu des doubles 7 familles, ça fait 14, c'est pour ça qu'on a fait. Et du coup, vous avez les attributs de chaque cluster. Et par exemple, on a fait l'expérience, j'ai appelé des experts métiers pour regarder, commenter les clusters. Ah bah oui, bah là c'est des contrats haut de gamme euro. Ah bah là c'est bizarre parce qu'il y a du haut de gamme et il y a du standard. Et c'était quoi le point commun? C'était de l'euro. Et du coup, la variable qui discriminait, c'était la prise en compte finalement de ce qu'on appelle les intérêts rétroactifs, des contrats sur lesquels il y a des événements l'année post-inventaire, et on va devoir recalculer les intérêts de l'année précédente. Et bien ça sort en anomalie, parce que le système de gestion avait du mal à le calculer correctement. Vous voyez, puisque la PM d'ouverture, elle était figée, elle n'était pas recalculée. Donc il aurait fallu le refaire de manière dynamique, et ce n'était pas le cas. Et là, grâce à cette interface et avec l'accès à Streamlit, finalement, les 20 collaborateurs d'inventaire et même les collaborateurs de Stéphanie, ils pourront accéder à cette application sans jamais avoir... C'est comme le smartphone, hein. Il vous propose des galeries de photos avec votre voisine, avec le chat, avec qui vous voulez, ou votre voisin, pardon, je vais être complet. Et ça, c'est la même chose. On va labelliser les anomalies et on va les présenter, et directement... l'expérience était super intéressante parce que là, il y avait 20 personnes, ils disaient tac, 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 ils étaient capables d'analyser. Donc le principe, finalement, ça faisait une boucle, hein. C'est-à-dire que l'IA vous détecte, vous identifie et vous classe les anomalies, et on envoie ça à des experts métiers qui les caractérisent. Voilà. Puis là, on voit aussi qu'on a une échelle en fait, de l'équation de récurrence, donc on voit à quel point on s'est trompé. Donc il y a aussi cette notion de se dire, je dois résoudre très rapidement ce problème-là parce qu'il y a une grosse erreur. En fait. Donc c'est vraiment très visuel et ça permet de labelliser les clusters et de voir à quel point on est loin de ce qu'on attend finalement.
Voilà, c'est un impact direct en fait sur la détection des causes des anomalies. Donc en conclusion, hein, l'objectif c'est c'est de valider le modèle, l'algorithme, et de le mettre en production maintenant, ce modèle. Il est en production là depuis 1 an. À vrai dire, il y avait 2 projets. Il y avait le XGBoost qu'on avait appelé projet Saria, bac à sable, généralisation. Et il y a le projet Noria. Noria, c'est une fontaine qui amène de l'eau dans un désert. Pour ceux qui, si vous regardez La folie des grandeurs, vous voyez à la fin quand ça tourne, c'est ça, c'est le Noria. Et le but, c'était d'expliquer finalement tout ce qui a été dit et d'analyser et de se dire le jour où notre experte va prendre sa retraite, on sera autonome. Et du coup, c'est bien le cas, hein, puisqu'on va l'appliquer sur les données 2023, là, et on aura directement l'accès à ces informations sur le ClickView qu'on vous a présenté au départ. Donc, rendez-vous le 4 janvier, et c'est là qu'on verra si on est, si on est bon ou pas bon, quoi. C'est assez binaire. Et l'année prochaine, on a aussi prévu de faire, parce que là, on a identifié, immatriculisé, analysé, on a prévu de faire un modèle prédictif, c'est-à-dire pour prédire les anomalies avant qu'elles n'arrivent, de telle manière à anticiper. Parce que le but de tout ça, c'est de donner les scripts ou les informations à nos informaticiens pour qu'ils corrigent le système de gestion en amont. Voilà, c'est tout ça. Donc c'était vraiment, c'est au-delà d'une expérience, c'est ce qu'on appelle, alors vous connaissez ce qu'on appelle un POC, un Proof of Conception. Bon, mon anglais est pourri, mais nous, on a fait un POP, c'est Proof of Processus. C'est-à-dire que c'est intégré. Voilà. C'est vraiment industrialisé. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les métriques, sur les produits, sur les clusters, vous aurez nos coordonnées, et puis vous pouvez nous contacter après, il n'y a pas de problème, Stéphanie, Richard, ou moi-même, et même maintenant, je pense. Je pense qu'il y a des questions. Bonjour, merci pour votre présentation. Il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est la nature des axes, enfin le nombre de dimensions déjà. Et donc, quels sont vos axes avant que vous fassiez le clustering? Et puis aussi, si vous pouvez nous dire un petit mot sur comment vous normalisez les axes avant de calculer les distances. Alors, pour la normalisation, on a pas mal de pré-traitements qui ont été faits sur les données. Donc déjà, notamment, là, on est en train de regarder des montants. Et parce que l'équation de récurrence, en quelque sorte, en fait, c'est des flux, donc c'est des montants. Et on a une grande variabilité des montants. Donc en fait, disons qu'il faut une normalisation qui a été faite, une transformation non linéaire finalement qui a été faite pour pouvoir rendre finalement toutes ces données à la même échelle. Donc ça c'est la réponse peut-être. Je ne sais pas si c'est la question qui a été posée en... Oui, une seule dimension. C'était ma question aussi que j'avais posée. Donc en fait, vous faites du clustering sur des points et chaque point c'est juste une seule dimension. Il n'y a pas eu d'abord une étape de réduction de dimensionnalité? Non, il n'y a pas eu d'étape de réduction de dimensionnalité. D'accord. Après, c'est vrai qu'on avait un objectif quand même aussi pragmatique parce qu'on fait tourner le modèle. Au départ, il y a 2 ans, on était sur ce qu'on appelle une plateforme on-premise, c'est-à-dire que c'est une plateforme mise en place par notre IT qui s'est vite retrouvée obsolète. Donc, depuis 1 an, on a migré sur AWS et AWS, c'est un service payant. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de superviser et de mettre en place des modèles en Blender qui correspondent à un objectif métier où il faut qu'il y ait quand même du ROI. Parce que s'il n'y a pas de ROI, il n'y a pas de projet. C'est dans les entreprises, maintenant, il faut qu'on prouve que finalement, ce que l'on fait, ça sert à un objectif. Et on est vraiment aussi contraint par ces aspects-là. Et c'est pour ça que finalement, le résultat, il est assez challengeant. Parce que quand on présente des anomalies, quand on les présente à la gestion ou au métier, il faut qu'on soit pertinent. C'est ça, finalement, le vrai critère, c'est ça. Parce que après, c'est très technique, mais ce qui fait le fond du fond, c'est est-ce que vous êtes pertinent dans les délais? C'est vraiment ça la priorité. Merci pour cette présentation. J'ai une question et une remarque. Si j'ai bien compris, au fait, la problématique, c'est qu'au départ, on se rend compte qu'il y a eu des anomalies sur les contrats de rachat, les valeurs de rachat de certains contrats. Et c'est ça, effectivement, qui vous a poussé à faire cette étude-là. Vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y avait ce tableau-là en bas où on voyait que c'était après une migration informatique ou un changement informatique. Donc, effectivement, ça, il y a un lien de cause à effet entre la migration informatique
et les anomalies qui ont été détectées, ce que vous avez prouvé. Mais il peut y avoir également, potentiellement, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir également peut-être les évolutions réglementaires qui puissent également générer un certain nombre d'anomalies, des calculs? Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que ce n'était pas un one-off, hein, ce n'est pas uniquement au moment de la migration, ça c'était l'événement générateur. Oui, l'événement, oui, effectivement. Mais ensuite, le système de gestion cible Ingenium, il a du mal à gérer certaines combinatoires d'événements. Parce que finalement, les contrats haut de gamme, vous avez des garanties planchers, vous avez des stop-loss, vous avez de la fiscalité qui change, et la mise à jour des programmes informatiques, elle n'est pas toujours exhaustive, systématique et traçable. Et du coup, le but, c'est de se dire, ils font best effort, il faut mettre en place un dispositif qui permette finalement de recontrôler ce qui a été fait et de pouvoir analyser rapidement pour corriger justement dans l'année. Et c'est vraiment un dispositif complémentaire qui va venir au-dessus du système de gestion, puisque c'est à la fois, alors c'est pour ça que c'est très porteur de valeur, c'est que ça sécurise à la fois la gestion et ça sécurise les modèles point qu'on utilise pour les projections IFRS 17 et S2, qui sont de plus en plus granulaires. Exactement. Et finalement, plus vous rajoutez de dimensions à un point, une unité de mesure, plus vous avez un risque d'erreur quadratique. C'est mathématique. Mais c'est exactement. Ça, et par contre, c'est ça qui est j'allais dire, c'est ça qui est bien, hein, c'est que finalement, vous avez un usage qui est vraiment universel. C'est pour ça qu'on l'a quelque part supervisé, calibré sur des phénomènes que l'on connaissait. Et on a comme projet voilà, Stéphanie, c'est de le porter sur de l'emprunteur, de le porter sur de la prévoyance et de le porter aussi sur des contrats collectifs. Parce que vous connaissez la règle du contrat collectif, c'est collectif, mais c'est géré de manière individuelle. Donc, du coup, c'est porteur de beaucoup de biais sur des petits volumes. Donc, finalement, il y a des champs d'application qui sont très importants pour les domaines d'inventaire. Il y a beaucoup de cas d'usage. C'était l'objet de ma deuxième remarque, parce qu'effectivement, là, c'était pour corriger une anomalie. Mais vous pouvez également l'utiliser pour caractériser certains contrats. Vous avez parlé de l'emprunteur, mais effectivement, par exemple, dans le cas où des calculs de PRC, où effectivement on a des typologies différentes, on se rend compte que les contrats qui se ressemblent, en fait, on a des PRC qui soient multipliés par 5 ou par 10, alors qu'en réalité, les typologies peuvent être les mêmes. Et ça, effectivement, ces cas d'usage-là peuvent être intéressants. Merci beaucoup. Mais c'est surtout aussi, on parlait d'évolution réglementaire, on peut aussi se dire qu'on aura de nouvelles typologies d'anomalies qui vont apparaître. Et c'est aussi la force de ce modèle, c'est qu'en fait, on ne dit pas en amont combien de types d'anomalies on peut avoir. On laisse le champ, et soit on a assez de similitudes, on a assez de contrats qui sont dans un nouveau cas. Par exemple, si on a des évolutions, on a du coup une nouvelle typologie d'anomalie qui apparaît, donc on a un nouveau cluster qui va apparaître. Mais aussi, c'est aussi là qu'on a besoin de cette notion d'outlier, de valeur aberrante, parce qu'en fait, si on a une évolution, probablement les nouvelles erreurs, elles vont sortir en valeur aberrante. Et pour nous, les valeurs aberrantes, c'est quelqu'un qui va traiter manuellement. Donc en fait, il y a aussi ce risque-là qui est résorbé avec ce modèle. Il y a encore une petite question. Je trouve très, très, très intéressant de comparer avec l'expert métier. Est-ce que la prochaine étape, vous avez pensé justement, au lieu d'utiliser l'expert a posteriori du modèle, à intégrer son savoir dans la construction du modèle et donc potentiellement retraiter certaines données ou donner plus de poids à des données suivant son expertise? Oui, alors du coup, c'est vrai que là, on avait un objectif pragmatique, c'est-à-dire, derrière, parce que derrière les variables, c'est vraiment des observations, c'est-à-dire que c'est des contrats, et on se dit, sur les 20 millions, on commence par ceux qui ont les effectifs les plus importants. Et c'est vrai que Elisabeth, elle n'avait pas cette approche-là, elle a plutôt l'approche sophistication de chercher les cas complexes. Mais du coup, elle pouvait laisser passer des baleines. Je ne saurais pas le dire, mais si. Et nous, notre but, c'est d'abord les baleines, et après on regardera les petits phénomènes, parce que finalement, on a par exemple, on a observé au mois de juin dernier, on a eu un problème sur des valorisations de parts, des valeurs de parts. C'est-à-dire que la valeur de parts qui avait été retenue, ce n'était pas la bonne. Et du coup, potentiellement, ce qu'on appelle la vague, le surgissant, on aurait pu passer d'un nombre moyen de 1500 anomalies par mois. Là, on était passé à 300 ou 400 000 si on n'avait pas corrigé. Donc, le but, c'est vraiment d'identifier finalement tous les signaux. Alors là, on n'a parlé que de la récurrence, mais en réalité, il y a d'autres critères qu'on a mis aussi en place. Parce que, par exemple, quand je parle d'erreur sur les valeurs de parts, la valeur de part, si elle est multipliée par 10, l'équation de récurrence ne voit pas l'écart finalement, puisque la variation qui est portée par la réévaluation est cohérente avec celle qui est portée par la PM. Donc du coup, il faut mettre en place tout un ensemble de contrôles différents, on va dire orthogonaux, de type le taux de croissance des entrées, le taux de croissance des sorties, le taux moyen de frais de gestion, le taux moyen de réévaluation du portefeuille, qu'on va venir charger
dans le modèle de données et ça va venir enrichir la clusterisation. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer, par exemple, là je vous disais qu'on était sur la PAB de fin d'année, donc la PAB de fin d'année, je pense qu'on est tous au courant que ça va augmenter sévèrement par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier. Donc normalement, on devrait observer un taux moyen qui augmente en moyenne de 100 points de base, par exemple. En moyenne, tous les contrats par rapport à l'an dernier devraient se translater 100 points de base. Si on a un qui passe à 300, 400, 500, c'est qu'il y a un problème. Et ça, on l'a déjà observé. Vous voyez, mais ça, vous ne le savez pas d'avance. C'est ce que disait tout à l'heure Hirschad. Ce qui est bien, c'est un modèle qui est agnostique. À chaque fois qu'il tourne, il refait des classifications. Et il faut les re-regarder avec un nouveau regard. Donc ça, voilà. Et c'est ça, les 14 clusters, c'est quand même pratique. Hein, c'est que dire, si vous avez 14 collaborateurs, un cluster par personne, et puis chacun, voilà, c'est ça. Hein. Si j'en avais 15, j'aurais dit 15. Hein, voilà. Ça dépend du monde qu'on met sur le pont. Puis le danger aussi, je pense que ce que tu entends par là, c'est faire du semi-supervisé en quelque sorte. Le danger aussi, c'est que la répartition finalement de la représentativité des anomalies, elle peut changer d'un mois à un autre, etc. Donc ça peut, le fait de rajouter des poids, d'aller finalement aider l'algorithme, peut finalement aller dans l'autre sens. Donc c'est aussi ça l'objectif, de laisser vraiment du non supervisé et laisser l'algorithme s'adapter. Merci pour votre présentation. J'avais une question notamment par rapport à la prédiction d'anomalies. Au niveau de l'auditabilité du modèle, comment ça se passe, la transparence du modèle, enfin, oui. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en œuvre... Oui, il y a une charte qui est mise en œuvre par le groupe, notamment suite à la loi européenne qui est sortie sur tout ce qui tourne autour de l'IA. Et je crois qu'il y a deux têtes, hein. Il y a 10 principes, donc il faut qu'on s'assure qu'on respecte les 10 principes. Je suis désolé, je ne les ai pas en tête là tout de suite. Là. Je pourrais revenir dessus. Mais l'auditabilité, là on n'utilise pas des algorithmes trop compliqués, quand même, trop complexes. C'est quand même des algorithmes qui sont en place depuis un certain temps, XGBoost et HDBaseScan. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois que le cluster crée des regroupements, on fait à côté une analyse qu'on appelle métier, où on va reconstituer finalement les calculs et de reconstituer pourquoi il a choisi ces critères-là. Et du coup, de revenir dans ce qu'on appelle le monde normal, c'est-à-dire de s'assurer que ce qui a été construit de manière intégrée, automatique, qu'on soit capable de le tracer et d'être transparent à côté. Justement, alors c'est ce qu'on appelle le neuronal classique, c'est-à-dire on le fait à la main. Quoi. Mais par contre, là, on le fait en picking. Alors que là, c'est vraiment impressionnant, parce que l'IA, c'est un avantage, c'est que ça bosse 24/24. Ça bosse le week-end, vous faites tourner. C'est quand même un avantage, mais c'est de l'aide à la décision. Ça ne remplace pas l'humain, je tiens à le dire. D'accord, mais dans le cadre où, comme vous parliez de l'experte qui partirait à la retraite, oui. Si je comprends bien, là, c'est... Ouais, mais du coup, on a cette super experte, mais on a quand même formé d'autres personnes à ce qu'on appelle la méthode classique. Donc là, pour tout vous dire... sur un double contrôle. C'est un double contrôle. D'accord. Mais comme celui-ci, on doit le faire parce que quand on fait nos prévisions en fin d'année, en phase closing, on a tout un volet où on valide aussi les grands agrégats, mais de niveau produit, de niveau compartiment. Et de niveau... Donc ça fait déjà une précision assez importante. Tous les indicateurs sont contrôlés. Mais après, c'est de redescendre dans la maille police. Donc finalement... c'est un peu comme la macroéconomie, la microéconomie. On va regarder au niveau français que ce soit cohérent. Et après, au niveau de ville par ville ou détail par détail, on le délègue à l'IA, mais on s'assure des points de convergence. Il y a quand même la labellisation des clusters d'une part et la véracité de l'équation de récurrence. Donc il n'y a pas de dilution de responsabilité. Hein. Là, c'est vraiment une aide, mais il n'y a aucune prise de décision en quelque sorte. Parce qu'on c'est aussi la force, c'est le fait de pouvoir visualiser finalement ces clusters et qu'ils soient labellisés par le métier en faisant des statistiques descriptives. Mais il y a des choix sur les hyperparamètres quand même. Oui. Donc. Oui, il y a des choix sur les hyperparamètres, effectivement. Comme tout modèle, finalement. Après, là, encore une fois, il y a cette notion d'équation de récurrence qui est une équation fermée. Après avoir résolu une anomalie, on revérifie a posteriori si l'équation de récurrence est respectée. Si elle est respectée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, en quelque sorte, il y a quand même une supervision toujours a posteriori. Donc ça vient gommer ce problème-là. Merci. Le modèle ne fait pas de modification, en fait. Il aide juste à regrouper les anomalies. Ben voilà.
Merci. Merci beaucoup.